Bonjour, je suis Stéphane Baranski, rédacteur en chef du magazine Aérospation, mais je remercie la Tribune de m'avoir invité pour débattre avec des grands noms de l'industrie et du spatial français. Ça a été un peu le thème de la journée. Il y a eu 8 mois de grande crise dans l'aéronautique, le trafic s'est effondré, les commandes ont été retardées, gelées, les cadences se sont réduites, les sous-traitants souffrent, les plans de réduction d'effectifs se multiplient, mais ça c'est le secteur aéronautique. Qu'en est-il donc au niveau du secteur spatial? Alors, côté satellite et côté lanceur, la crise était déjà là, puisque le marché géostationnaire a connu un repli très important. Les lanceurs ont été confrontés à une concurrence internationale plus ou moins artificiellement low cost. Et du coup, on peut se demander si la crise de Covid n'est pas juste une péripétie de plus. Pourtant, le fait qu'une bonne partie de l'humanité soit passée en distanciel se traduit aussi par une demande en bande passante. Est-ce qu'il y a des opportunités à saisir? Donc, y a-t-il un avant, un après? Un avant, après quoi? Et quels sont les atouts du secteur spatial français et européen pour affronter cette situation? Alors, pour débattre avec nous ce soir, nous avons un très beau panel. Donc, André Hubert Roussel, président exécutif d'Ariane Group, Jean-Yves Le Gall, président du CNES, Hervé Deray, directeur général adjoint espace chez Thales, et en visioconférence avec nous, Jean-Marc Nasr, directeur Space Systems chez Airbus Defence and Space. Je crois qu'en fait, on a vraiment les plus grands noms qui sont là. Donc, ma question va d'abord s'adresser aux industriels, dans un premier temps. On a vu comment l'aéronautique avait vécu la crise pandémique. Comment vous l'avez-vous vécu dans vos sociétés? Pour la plupart, vous aviez annoncé des réductions d'effectifs avant la pandémie. Comment cela a évolué? Et j'ai même cru comprendre que pour certains, 2020 pourrait être en fait un très bon millésime. Alors, bon, on va commencer par Monsieur Roussel. Ok, donc... ça marche là? Normalement, oui. Allô? Oui, c'est bon. Bon, donc oui, donc 2020, ça a été une année extrêmement difficile pour Ariane Group. Les équipes d'Ariane Group ont fait face effectivement avec cette crise et je pense que nous avons fait ce que nous devions faire collectivement, grâce à notre mobilisation à tous, grâce à celle de nos partenaires, grâce également à celle de nos clients, la DGA, l'ESA, le CNES. Voilà, nous avons su gérer l'urgence et nous avons poursuivi notre activité dans ce contexte particulièrement difficile, tout en préservant évidemment la santé de nos employés qui est évidemment notre priorité. Donc nous avons mis en place un plan de continuité très rapidement dès le début du premier confinement. Nous avons pu bénéficier de paiements accélérés et je les remercie de nos clients DGA, de l'ESA, du CNES, que nous avons pu redistribuer très rapidement en soutien à l'ensemble de notre chaîne industrielle. Nous avons pu également, grâce à la mobilisation de tous, redémarrer les lancements très rapidement après la réouverture du CSG avec un lancement Ariane 5 à la mi-juillet. Et puis nous avons quand même réussi à passer un certain nombre de jalons très importants, aussi bien côté dissuasion que côté Ariane 6. Donc typiquement, nous avons réussi 2 tirs d'essai du missile M51 juste en sortie de confinement. Nous avons donc réussi ce vol Ariane 5 cet été. Et l'année n'est pas encore finie. Ariane Espace doit encore faire 3 vols Soyouz d'ici la fin de l'année, malgré malheureusement l'échec que nous avons connu sur le lanceur Vega la semaine dernière. Voilà, donc des avancées très significatives également sur Ariane 6 ont pu être réalisées, donc en particulier avec le succès plein et entier du dernier essai tir à feu des boosters, donc qui sont communs P120, qui sont communs entre Ariane 6 et Vega. Donc tous les moteurs maintenant sont prêts.
On a finalisé également l'intégration de l'étage supérieur qui doit partir le mois prochain pour faire ses essais à feu sur le site du DLR à Lampolshausen. Et nous avons également démarré avec le CNES un certain nombre d'essais de pré-essais combinés, on va dire, sur le pas de tir en Guyane. Donc, ce qui est également positif et de pouvoir anticiper et de ne pas se retrouver sur le chemin critique sur ces aspects-là. Voilà, bon, malgré tout, c'est moins 30% de chiffre d'affaires. C'est des retards importants sur de nombreux programmes et des surcoûts, donc en particulier sur le développement d'Ariane 6. Et 2021, malheureusement, sera une année extrêmement compliquée, puisque à cause de ce retard de 15 à 18 mois sur Ariane 6, on va avoir une année blanche de production. On avait déjà démarré le ramp-up industriel. Et évidemment, pour toute la chaîne industrielle, ça va être une grande difficulté, je dirais, de passer cette période d'un an, voilà, avec un niveau de production minimal que nous sommes en train d'ajuster avec l'ESA de façon à ne pas avoir de rupture quand il faudra redémarrer le ramp-up industriel. Alors comme vous l'avez dit, bah oui, nous avons démarré le dialogue avec nos partenaires sociaux pour en tous les cas faire appel à des activités partielles de longue durée ou du Kurzarbeit en Allemagne de longue durée également, de façon à pouvoir passer cette année 2021 sans perte de compétences et puis évidemment continuer, je dirais, le plan de réduction que nous avions entamé avant la crise. Merci. Monsieur Deray, une année plutôt étonnante au niveau des activités d'exploration et aussi donc récemment beaucoup de succès avec les satellites Copernicus. Alors effectivement, donc une année tout en contraste. On a eu donc comme les autres industriels cet impact de la crise Covid qu'on a géré en mettant en priorité la santé de nos salariés. On a mis en place le télétravail très rapidement. On a réussi à assurer la continuité opérationnelle pour les systèmes critiques de nos clients. Je pense en particulier à nos clients dans le domaine de la défense qu'on soutient 24 heures sur 24. Mais il est un fait, c'est qu'on ne peut pas produire de satellites en télétravail. Donc on a eu évidemment, nous aussi, des interruptions sur nos activités industrielles qu'on a vite résorbées, ou en tout cas, on a assez rapidement remis en œuvre nos activités industrielles. Alors, vous l'avez dit, c'est vrai qu'on a eu cette année de très beaux succès sur des grands programmes ESA. Et je tiens d'ailleurs au passage à remercier les agences, et en particulier le CNES, mais aussi l'ESA, qui a réussi, dans ce contexte très difficile de cette crise Covid, à maintenir le calendrier de contractualisation de ces projets. Vous savez que dans le cadre de la ministérielle, il y avait un certain nombre de projets qui devaient être lancés cette année. La date prévue était l'été 2020 et le calendrier était complètement maintenu, et en particulier sur les grands programmes Copernicus, sur lesquels, comme vous venez de le dire, on a eu de très beaux succès, puisque sur les 6 missions finalement de ce programme Copernicus, on a été retenu en tant que prime pour 3 d'entre elles, Chimère, Scheim et Roselle, et on a été également retenu pour 2 charges utiles, Cristal et CO2M. Donc très beau succès. Et puis également dans le domaine de l'exploration, là aussi de beaux succès, avec en particulier tout ce qui touche l'exploration l'exploration de la Lune, avec les projets Esprit et IAB. Donc une très belle année, grâce, je dirais aussi au maintien de ce calendrier. L'ESA nous a également, et les agences, le CNES, nous ont également beaucoup aidé en apportant un soutien à tout ce qui est paiement pendant cette période, qui a été très utile vis-à-vis de notre chaîne de sous-traitance. On a pu faire bénéficier de ces facilités de paiement nos sous-traitants, et ce qui a permis pour les sous-traitants les plus critiques de passer je dirais, le passage très difficile de la période du confinement. Et puis je dirais que le dernier point que je voulais souligner aussi dans ce domaine, c'est le plan de relance dont on va probablement reparler, mais qui est absolument clé pour maintenir, je dirais, notre innovation. Merci. Et donc pour Airbus, l'autre jour, je vous ai entendu dire que vous aviez presque honte d'avoir fait une aussi bonne année. Bonjour à tous, vous m'entendez bien ? Oui, oui. Parfait. Bonjour à tous. Donc oui, j'ai un peu comme mon collègue Hervé, l'année a été très contrastée. Je voudrais commencer par la crise qu'on a vécue, qui a provoqué quand même, il faut le signaler, une fermeture en France de nos chaînes de production pendant près de 2 mois. Donc ce confinement en mars-avril
nous a fait arrêter la production réellement sur pas mal de sites. Il a fallu redémarrer. Pour faire ça, il a fallu inventer de nouveaux processus, il a fallu inventer un nouveau gel hydroalcoolique qui va en salle blanche, qu'il a fallu développer, des choses qu'on n'avait jamais fait avant, et surtout apprendre à travailler en télétravail pour tout ce qui est télétravaillable, et on a réussi à mettre ça en place dans un temps record. Donc, mais l'impact est quand même là, l'impact sur la production qu'on commence à rattraper maintenant est arrivé, et la seule crainte que je peux signaler, c'est un redémarrage d'un confinement. Un nouveau confinement aussi dur que mars-avril serait effectivement extrêmement négatif pour l'industrie. Un peu comme mes collègues, je pense que le rôle des agences spatiales, on a la chance de travailler pour des gouvernements et des agences spatiales, a été clé aussi pour changer leur processus chez eux aussi, pour permettre en particulier de nous payer le plus vite possible, et avec des délais qui sont absolument presque nuls. Parfois, entre une émission et une facture et le paiement, il se passe quelques jours au lieu des 30 jours habituels, et une écoute réelle qui nous a permis de passer la vague, et je veux ici les en remercier. Alors, effectivement, l'impact existe sur les grands programmes, nos grands programmes qui sont des programmes en coopération, souvent, où nos équipes doivent voyager d'un site à l'autre, sont impactés. Un programme européen qui utilise des équipes espagnoles qui vont en Allemagne, qui utilisent des charges utiles françaises, tout ça doit pouvoir se mettre en place, et aujourd'hui on est encore impacté par ça, même si on peut dire qu'on est revenu pratiquement à une efficacité proche de ce que c'était avant la crise, mais il avait vraiment fallu apprendre à travailler. Il a fallu apprendre à digitaliser, et c'est vrai que nos clients se sont adaptés en même temps que nous, et en termes de prise de commande, c'est là que l'année va être assez bonne pour nous, même excellente. On a pu signer des contrats sans aller voir nos clients, ce qui est une marque de confiance absolument exceptionnelle. Et pour Airbus, c'est vrai que il y a plusieurs choses qui sont passées. D'abord, ce sera sans doute la meilleure année télécom de la décennie, avec déjà 4 satellites signés entre juillet et août, plus 2 options, entre le satellite australien Optus et une option, Skynet 6 en Angleterre, Thuraya aux Émirats Arabes Unis avec une option, et Arabsat en Arabie Saoudite. C'est une excellente année. Aussi, aujourd'hui est un jour particulier parce que c'est la sortie du Chapter 11 de OneWeb, qui a été annoncé dans la presse il y a 10 minutes, donc c'est tout à fait l'actualité. OneWeb est maintenant redémarré avec un nouvel actionnaire, et donc nous allons relancer les satellites à partir de décembre. Les 34 prochains sont déjà envoyés en Russie pour être tirés dès le mois de décembre. Et du côté de l'observation de la Terre, on a aussi été très bien servi par la mission d'exploration de Mars qu'on a signée en septembre. Aller rechercher les échantillons sur Mars et les ramener, c'est quelque chose qui n'a jamais été fait, donc on est très fiers de faire cette mission en partenariat avec nos partenaires. Et puis sur Copernicus, on a rentré deux maîtrise d'œuvre directe sur LSTM et sur Crystal, et une charge utile sur Roselle. Donc oui, on peut dire du côté prise de commande une excellente année qui est déjà dans les livres, et d'autres bonnes nouvelles devraient arriver d'ici peu. Donc ça a particulièrement montré que le business est actif, et que nos clients comme nos fournisseurs et nos partenaires ont voulu s'affranchir de la crise et développer de nouvelles approches de business qui ont permis de continuer à travailler comme on fait aujourd'hui. Donc voilà, pour résumer, des difficultés au départ, en particulier sur la production, qui sont toujours difficiles. Une surveillance, comme l'a mentionné Hervé, sur la supply chain, en particulier les petits acteurs, on en reparlera plus tard. Et puis le plan de relance qui est nécessaire pour continuer à innover demain. Merci beaucoup. Monsieur Le Gall, vous aussi, donc, vous êtes passé à travers toute cette situation extrêmement difficile. Comment le CNES a-t-il affronté la crise pandémique, et quelle est la situation aujourd'hui en Guyane ? Bien, le CNES a été touché, comme tous les acteurs du spatial, par la crise. Alors, nous avions déjà mis en place le télétravail depuis 3 ans, ce qui veut dire que tous les gens au CNES pouvaient travailler, ce qui fait que le 16 mars, lorsqu'on a été confinés, les gens ont continué à travailler, à l'exception de 80 personnes à Toulouse qui ont besoin d'être sur site pour faire des opérations de satellite, et quelques dizaines de personnes en Guyane pour les questions de sécurité. Ensuite, le travail s'est poursuivi. Bon, moi, j'ai mis très très vite les gens en ordre de bataille pour prendre soin justement de la chaîne industrielle, et je remercie mes collègues ici présents pour leurs propos très élogieux pour ce qui a été fait, puisqu'on a bien compris que cette crise allait impacter l'industrie, qu'il fallait tout faire pour que l'industrie surmonte cette crise. Donc on a parlé des paiements, des choses comme ça qui ont été accélérées. Nous l'avons fait faire aussi à l'ESA. Nous avons poussé pour qu'il y ait un plan de relance qui soit mis en place, et il a été décidé par le gouvernement. C'est quand même 515 millions d'euros, c'est assez considérable. Alors maintenant, votre question, quelle est la situation en Guyane ?
Guyane. La Guyane a été touchée par la pandémie avec 2 mois de retard par rapport à l'Hexagone. Donc, à la mi-mars, eh bien... compte tenu des consignes gouvernementales, donc on a fait rentrer les missionnaires chez eux et je pense qu'on a évité un vrai désastre sanitaire parce que ça aurait pu avoir des conséquences gravissimes dans la mesure où les gens en Guyane travaillaient sans aucune mesure de distanciation physique. Donc ça a entraîné une suspension des opérations de lancement. Le CSG n'a jamais fermé, mais suspension des opérations de lancement, délai dans le chantier Ariane 6. Donc là, le travail a repris. Donc comme l'a dit Monsieur Roussel, nous avons eu depuis la reprise des opérations, donc un lancement d'Ariane 5, je crois que c'était le 16 août, un lancement de Vega le 2 septembre, et puis malheureusement, lundi soir, un lancement de Vega qui a été un échec, qui a gravement impacté le CNES. Bon, un échec d'un lanceur, ce n'est jamais agréable, bien sûr, mais là en plus, nous avions un satellite, et un satellite scientifique très rare, où des gens avaient travaillé dessus depuis 10 ou 15 ans. Donc, nous avons mis en place, dès le lendemain, une task force pour voir comment on pouvait relancer cette mission Taranis un peu plus tard. Donc, la Guyane, les lancements ont repris. Aujourd'hui, nous avons une situation épidémiologique qui est plutôt favorable. Et donc, le travail a repris en Guyane pour Ariane 6 aussi. Mais c'est une crise qui est quand même très compliquée à gérer. Au niveau du personnel du CNES, nous l'avons géré. Je pense qu'au niveau de nos interactions avec l'industrie, ça s'est bien passé aussi. Au niveau des coopérations internationales, c'est plus compliqué. Autant... les choses qui étaient engagées ont pu se poursuivre, avec quand même quelques bémols. En ce moment, on devrait avoir une équipe opérationnelle du CNES qui devait intégrer un instrument sur le satellite franco-chinois SVOM. Bien évidemment, ça ne se fait pas. On a quand même réussi à lancer Supercam à bord de Persévérance vers Mars le 30 juillet. Ça a été très compliqué. Donc, l'activité internationale a un peu marqué le pas. L'activité européenne, on a bien résisté là aussi. J'ai passé la journée au Space Council qui était organisé donc avec les États membres de l'Union européenne et de l'Agence spatiale européenne. Là aussi, ça s'est fait en visioconférence, mais ça a été très positif. Donc on voit qu'on résiste, mais il faut quand même reconnaître qu'on n'est pas dans une situation normale. Bien. Donc à nouveau, je me tourne vers les industriels. Donc la crise est venue, par-dessus une crise préexistante, un changement de paradigme, on va dire, dans le secteur spatial. Comment est-ce que, alors plutôt pour les satellitiers, comment est-ce que vous avez réorganisé vos lignes de produits, votre stratégie pour justement affronter le marché d'après le changement de paradigme, qui se trouve être aussi le marché d'après le Covid? Alors j'imagine que le changement de paradigme auquel vous faites référence, c'est ce que certains appellent le New Space, ou en tout cas l'avènement de nouvelles méthodes de travail et puis de nouveaux acteurs. Alors je dirais que ce sujet, en tout cas ces nouvelles constellations, ne sont pas en fait si nouvelles que ça. La notion de constellation existe depuis plus de 20 ans maintenant. On a d'ailleurs été des acteurs assez marquants de cette aventure avec aujourd'hui, je pense que la plupart ou même toutes les constellations qui sont aujourd'hui opérationnelles ont été lancées par TAS, Global Star 2, O3B et puis Iridium Next. Pour autant, ce qu'on voit effectivement, c'est un changement qui continue à s'accélérer. Ce qu'on observe chez nos opérateurs classiques, c'est que du fait du stimulus ou de la stimulation de ces acteurs du New Space, ils ont tendance à être plus prêts à prendre des risques en fait dans le cadre de nouveaux projets. Ils recherchent davantage d'innovation et ils cherchent aussi à avoir des offres qui soient plus adaptées aux évolutions de leur propre marché qui évolue plus vite qu'avant. Alors par rapport à ça, ce que l'on a fait, c'est que on continue justement à avoir dans le domaine des satellites géostationnaires des satellites de plus en plus flexibles. C'est un domaine dans lequel on a un fort historique puisque
on a, je dirais, une compétence dans le domaine des processeurs digitaux éprouvée à travers notre offre Spacebus Neo. On a d'ailleurs aujourd'hui 5 satellites en cours de développement ou de construction avec un DTP, donc on appelle de 5e génération, Connect VHTS. Alors pardon, excusez-moi. Des processeurs digitaux, de 5e génération qui permettent en fait justement d'adapter le satellite ou de configurer le satellite en fonction des besoins du marché. Donc typiquement aujourd'hui on a 5 satellites en cours de développement ou de construction, Connect VHTS pour Eutelsat, E10B, Nilesat, Hispasat et Satria. Le but étant, à travers cette offre, finalement d'accompagner nos clients opérateurs qui voient, comme je le disais, leur marché évoluer. Une des évolutions la plus marquante, c'est le fait que leur business traditionnel, qui était un peu leur business de cash-co, qui est le business du broadcast, est un business qui va petit à petit décroître. C'est quasiment balistique, ils le savent. Le rythme, par contre, de cette décroissance n'est pas encore complètement connu, pour, a priori, être remplacé par un business de large bande. Et donc, il faut des satellites qui soient en capacité, justement, en étant software defined, d'être programmés pour pouvoir s'adapter à ces changements. Il y a également des nouveaux besoins en matière de mobilité qui demandent ce type de flexibilité. Donc dans ce domaine, on développe une offre qui s'appelle Space Inspire et qui s'appuie sur notre compétence historique dans le domaine donc des processeurs numériques. Et puis on est également actif pour préparer l'avenir dans le domaine des constellations, avec des constellations de nouvelle génération qui vont permettre à la fois d'offrir des débits très élevés, mais également des faibles latences. C'est un des gros intérêts des constellations à orbite basse, dans lequel on est également extrêmement actif. Pour ce type de constellation broadband, mais également dans le domaine de l'IoT, donc l'Internet des objets, où là aussi on a un certain nombre de projets, parfois en s'associant d'ailleurs avec des startups. Je pense en particulier à un projet commun que l'on a avec le CNES, qui est le projet Kineis, société dans laquelle on investit ensemble, et finalement pour lequel la plateforme est fournie par une PME qui s'appelle Emeria, et la charge utile est fournie par Thales Alenia Space. On a d'autres projets dans ce domaine un petit peu du New Space également. On a monté une JV aux États-Unis qui s'appelle Leostella, qui fabrique des plateformes nanosatellites et qui sont mises à profit dans un premier projet d'observation de la Terre qui s'appelle Black Sky avec une société américaine, et puis un autre projet également qu'on vient de lancer récemment qui est le projet North Star, qui est un projet d'observation de l'espace à partir de l'espace, qui permet de faire de la Space Situation Awareness, comme on appelle ça, qui utilise également cette plateforme Leostella. Donc voilà, beaucoup d'innovation, que ça soit dans le domaine des constellations ou dans le domaine des satellites géostationnaires. Merci. Monsieur Nasr, je pense que vous aussi, vous avez un joli catalogue. Oui, donc en fait, New Space c'est caractérisé par plusieurs aspects. D'abord, de nouveaux acteurs. Là, c'est vrai qu'il y a des nouveaux acteurs qui sont là, mais c'est des acteurs qui investissent de l'argent privé, qui font de l'innovation industrielle et qui sont très orientés digitalisation. Et là, on n'est pas un nouvel acteur, nous Airbus, mais sur les 3 autres points, on n'a pas attendu que les nouveaux acteurs se déclarent pour y être, si vous voulez. Parce que l'investissement privé, c'est quelque chose qu'on a été les premiers à lancer avec notre constellation Pléiades Neo, qui a été un investissement d'Airbus pour fournir 4 satellites de très haute résolution qui vont être lancés dès l'année prochaine. Dès que Vega sera à nouveau sur son pas de tir, nous aurons une constellation de satellites dont nous serons propriétaires et que nous exploiterons avec notre division renseignement qui va distribuer ces images à l'ensemble des clients. Donc l'investissement privé est déjà là. Nous avons investi aussi de manière massive sur les générations de satellites flexibles dont on a parlé, dont Hervé vient de parler. Ces satellites flexibles, l'offre d'Airbus s'appelle OneSat. Nous avons déjà gagné 4 satellites en commande, plus une option. D'autres vont arriver. Ce sont des satellites qui sont programmables, donc l'opérateur qui l'achète
peut éventuellement le revendre pour le faire opérer par un autre, parce que la mission est programmable. Ils sont aussi, entre la signature et le lancement, il se passe 18 mois au lieu de 3 ans d'habitude. Et puis surtout, ils sont 2 fois moins chers. Donc on a vraiment pris le pas là-dessus dans le domaine de l'innovation industrielle dans ces domaines-là. Et la digitalisation, ce qui en fait, c'est le processus industriel depuis le design du satellite jusqu'à sa mise en orbite et ses opérations, ce qu'on appelle chez nous DDMS, c'est la digitalisation du processus. On avait commencé il y a 3 ans, de manière à réduire les temps de production et à pouvoir complètement intégrer la chaîne de production depuis le design, depuis la définition du satellite jusqu'à ses opérations avec nos clients dans la boucle. Et ça s'est révélé extrêmement utile, en particulier pendant la crise Covid, parce que vous imaginez, quand on a une maquette numérique qu'on peut échanger avec nos clients et avec nos partenaires, on a moins besoin de se déplacer, on a moins besoin de réunions physiques pour faire les choses. Et donc, ces éléments du New Space, si vous voulez, sont des éléments qui existent déjà. Donc, je suis parfois un peu surpris quand on parle de New Space, on montre uniquement de quelques startups ici et là. Nos clients ne sont pas des gens qui achètent des satellites pour faire beau et pour épater la galerie. Ils sont là pour faire des satellites qui servent à un besoin opérationnel extrêmement difficile. Nos satellites doivent rester en orbite plus de 15 ans maintenant. Ils ne peuvent pas être réparés, comme vous le savez. Et donc, ça oblige à un processus industriel d'extrême qualité que très peu d'industriels savent faire. Et on a ici en France ceux qui savent faire autour de la table. Il y a très peu de pays qui savent faire ce que nous faisons. Et pourquoi c'est le cas? C'est parce que l'État français et les États européens, mais surtout la France, a investi dans l'espace sans discontinuer depuis 30 ans et a fait de nous des champions mondiaux qui doivent rester des champions mondiaux dans le futur, malgré des budgets qui sont sans commune mesure avec ce que l'on voit du côté américain ou du côté chinois. Donc on peut être fier de ça, on peut être fier du résultat. Maintenant, ça doit continuer, ça ne doit pas s'arrêter. L'innovation doit continuer. Nos clients attendent de nous des solutions innovantes toujours, de plus en plus, des solutions moins chères, plus efficaces. Le système OneWeb, il y a déjà 74 satellites en orbite et 34 de plus dans un mois, donc 100 satellites. Satellites qui sortent, on en produit 3 tous les 2 jours. On n'a jamais fait ça avant. Pour faire ça, on a appris d'Airbus commercial. Les gens de la 320 sont venus nous expliquer comment ils faisaient et on a adapté ces chaînes de production pour apprendre à produire de cette manière-là. C'est ça le New Space, donc on peut être fier d'être dedans. On est aussi bien supporté par nos agences et par le CNES en particulier sur le développement des plateformes flexibles. Donc je crois que le capital que la France a dans le domaine spatial et l'Europe, de par la France, est un vrai actif qu'il faut développer. Donc ne pas mollir sur l'innovation, ne pas mollir sur l'investissement, et le plan de relance dont on parlera plus tard est effectivement une brique d'angle pour la réussite de cette opération. Merci beaucoup. Monsieur Roussel, de cette manière, vous êtes déjà le changement de paradigme dans le domaine des lanceurs, mais comment est-ce qu'on peut aller au-delà, notamment pour adresser le marché des constellations, qui on le voit espérons-le, va devenir important. Comment est-ce qu'on peut aller au-delà de la modernisation de l'outil industriel pour produire Ariane 6? J'ai vu récemment que vous aviez donc avec vos partenaires d'ArianeWorks démarré une nouvelle façon de travailler pour préparer l'après Ariane 6. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, alors déjà tout d'abord, avant la crise, les enjeux de compétitivité existaient déjà, et notamment pour faire face à la concurrence que vous avez citée au démarrage de cette table ronde, des lanceurs américains qui sont soutenus par une très forte demande institutionnelle. Voilà, donc c'était la raison pour faire Ariane 6, c'est le cœur de son ADN. Voilà, un lanceur qui soit capable de faire toutes les missions souveraines européennes et les missions commerciales vers toutes les orbites et à un coût divisé par 2 par rapport à Ariane 5. Donc il y a eu effectivement énormément de progrès en termes d'industrialisation, en termes d'automatisation, en termes d'utilisation du digital, et ce lanceur est bien adapté pour en particulier les constellations dont on parle beaucoup. On parle de plus de 1000 satellites à lancer par an dans les prochaines années. Et puis également pour l'exploration, avec les nouvelles ambitions lunaires et martiennes, et en particulier les quelques missions, européennes qui vont aller vers ces planètes. Voilà, donc c'est pas rien, et je pense que c'est déjà, un grand succès, parce que cet objectif majeur du programme sera atteint. Il n'y a plus aucun doute là-dessus. Néanmoins, effectivement, comme vous le disiez, on doit faire face à un retournement du marché commercial géostationnaire, qui n'est plus du tout celui qu'on avait envisagé au démarrage de ce programme, et puis évidemment la crise qui est passée par là. On n'a plus que 8 Ariane 5 à lancer, et donc il va falloir accélérer, le ramp-up d'Ariane 6 pour minimiser, le délai entre
en secret de mission, et ces deux lanceurs. Et puis, je dirais qu'aujourd'hui, voilà, Ariane 6 bénéficie d'un carnet de commandes, ou en tous les cas de prévision de missions autant institutionnelles que commerciales, qui sont en nombre assez nombreux, hein, plus de 40 missions institutionnelles et commerciales qui doivent voir le jour dans les 10 prochaines années, ce qui est un atout absolument considérable. Alors, au-delà de ça, effectivement, il faut continuer à innover pour pouvoir je pense qu'on a fait les bons choix, je dirais, à l'époque, hein, sur la polyvalence en particulier de ce lanceur, pour être capable de faire face justement à des choses qu'on ne savait pas à l'époque. On ne savait pas qu'il y aurait des constellations, on ne savait pas quelle serait l'ambition européenne sur les missions d'exploration. Donc ça fait partie, je dirais, des choses qui ont été des bons paris, d'avoir cette flexibilité. Et il faut aller encore au-delà. Et effectivement, avec le CNES, nous avons créé l'année dernière un partenariat au sein d'ArianeWorks pour en particulier faire des démonstrateurs d'un certain nombre de nouvelles technologies, et en particulier la réutilisation, qui est un, je dirais, potentiel axe majeur d'évolution technologique des lanceurs. Et dans un environnement d'innovation accéléré avec des startups. Donc typiquement là aujourd'hui, on a encore signé la semaine dernière, je voyais qu'il y avait Alain Rousset sur la précédente table ronde. Voilà, on a signé des partenariats en Nouvelle-Aquitaine pour gérer, tester de nouvelles technologies avec des acteurs qui ne sont pas issus du spatial ou des nouvelles startups qui viennent apporter, je dirais, leur savoir-faire pour pouvoir accélérer l'innovation dans le domaine des lanceurs également. Alors, Monsieur Le Gall, tout le monde ici encense le CNES, ce qui me paraît quand même plutôt une bonne approche. Comment voyez-vous le rôle moteur du CNES continuer justement dans cette après? Parce que vous m'aviez parlé de ce que vous appeliez le post-New Space. Oui, parce que, comme l'a dit Jean-Marc, le New Space, finalement, vous savez, c'est un peu comme M. Jourdain qui faisait de la prose. Tous ici, nous en faisions. Bon, on a lancé ce concept aux États-Unis, c'était tendance, mais aujourd'hui, on est quand même dans une ère qui va au-delà, parce que on a entendu il y a quelques années que le spatial avait basculé totalement dans le privé, que il n'y avait plus besoin de l'argent des États, et ainsi de suite. Bon, quand on regarde les choses de plus près, une société de lanceurs dont on parle beaucoup aux États-Unis, en fait, elle vit très largement avec des subsides de la NASA et du DoD. Probablement, la seule différence, c'est que les modes de travail ne sont pas tout à fait les mêmes. Mais moi, j'ai l'habitude de dire qu'il y a un centre de la NASA en Californie. Bon, voilà. Et ensuite, lorsqu'on regarde l'augmentation des budgets, les chiffres que je donne toujours, c'est que chaque année, le budget de la NASA augmente à peu près de l'équivalent du budget du CNES, et chaque année, l'effectif de la CNSA en Chine augmente à peu près de l'effectif du CNES. Donc on est quand même très loin d'un monde dont on parlait, où les pouvoirs publics allaient lever le pied et où l'investissement privé allait prendre le relais. Donc on est sur un monde qui est différent, qui n'est plus le New Space, mais qui est autre chose, avec quand même le fait que l'innovation est devenue totalement sur le devant de la scène, et mes collègues qui sont ici parlent tous beaucoup d'innovation, et si aujourd'hui nous avons quand même Airbus et Thales qui ont fait des années absolument extraordinaires, aussi bien d'ailleurs pour le marché institutionnel avec Copernicus et l'exploration, que pour le marché commercial, comme ça a été rappelé, eh bien il a aussi été rappelé que les pouvoirs publics, en particulier le CNES et l'ESA, ont beaucoup aidé les industriels à investir et à innover, et de la même façon, André Hubert-Roussel a rappelé tout l'effort qui est fait chaque année pour aider le développement des lanceurs. Donc il faut continuer à innover, il faut continuer à sensibiliser les pouvoirs publics à l'importance de mettre en place des budgets. Il faut coopérer, en particulier en Europe, et tout à l'heure, donc je le disais, j'étais au Conseil Espace. Il faut bien voir que quand on se compare aux États-Unis et à la Chine, il ne peut y avoir qu'une réponse européenne. Et une réponse européenne, lorsqu'on regarde les chiffres, on voit que quand même ce qui est primordial, c'est l'axe franco-allemand. Alors le franco-allemand, ça marche bien, mais il faut accepter que ce n'est pas tout à fait pareil. Et les Allemands ne sont pas des Français qui parlent allemand. Ils ont des approches qui sont un peu particulières. Il faut les comprendre, et la coopération est absolument clé. Mais moi, je suis persuadé qu'avec
un duo franco-allemand qui marche bien dans le domaine spatial, d'ailleurs comme il marche bien dans nombre d'autres domaines. Si l'Europe a résisté comme elle a résisté face à la crise, c'est parce qu'il y a un tandem duo franco-allemand qui marche de façon formidable. Eh bien, il faut faire en sorte que dans le spatial, il marche aussi, parce que c'est la clé du succès de l'industrie, et c'est la seule façon pour que l'industrie, et donc l'Europe spatiale, fasse face à la concurrence des États-Unis, de la Chine. Le Japon aussi pousse très fort, l'Inde également. Et puis, il y a tout un tas d'émergents qui montrent leur nez. Je suis persuadé qu'il y a 5 ans, quand on disait que en 2020, il y allait avoir 3 missions spatiales qui partiraient vers Mars. Bon, les États-Unis, on aurait pu y penser. La Chine, on aurait pu y penser. On attendait l'Europe. ExoMars n'est pas parti, mais en revanche, les Émirats sont partis. Et les Émirats sont partis sur un lanceur japonais. Je pense qu'on aurait peut-être pu faire en sorte qu'ils partent sur un lanceur européen. Donc, on voit bien qu'il y a partout cette pression qui est là. Et c'est pour cela qu'il faut que les pouvoirs publics continuent à maintenir leur effort. Ce que nous faisons, le budget du CNES augmente de façon importante parce que le gouvernement français le veut. Et c'est vrai depuis de nombreuses années. Ça a été quand même très fortement renforcé depuis l'élection du président de la République, parce que on se rend bien compte que finalement les sujets dont on parle en ce moment, eh bien c'est excellence technologique, c'est coopération européenne, c'est existence à l'international, c'est un peu finalement l'ADN du spatial à la française, et il faut tout faire pour continuer. Alors, il y a... Mon Dieu, l'heure passe vite, donc on va peut-être combiner les questions. 2 points importants. Il y a un point faible énorme à l'industrie, c'est sa filière de sous-traitance qui est fragilisée parce que c'est aussi la filière de sous-traitance de l'aéronautique. Et d'autre part, il y a un plan de relance. Qu'est-ce que vous attendez de ce dernier et comment allez-vous protéger votre filière de sous-traitance ? Juste un mot. Sur le plan de relance, quand même, il y a 365 millions d'argent disponibles. Nous avons décidé que sur ces 365 millions, il y aurait 200 millions justement pour les sous-traitants et pour les équipementiers. Parce que, comme vous le dites, c'est fondamental et c'est vraiment l'accent a été mis là-dessus. Et ça paie parce que je ne veux pas du tout m'approprier une partie du succès de Thales ou de Airbus, mais si les industriels aujourd'hui réussissent comme ils le font à l'exportation sur des marchés qui sont de plus en plus difficiles, eh bien c'est parce que nous pouvons les aider sur un certain nombre de développements de sous-systèmes clés, et c'est pour cela que dans le plan de relance, donc plus de la moitié de plan de relance sera destiné à ces équipements. Oui, sur la partie, cette question-là qui est absolument centrale, la filière industrielle qui nous sert à nos sous-traitants de rang 2 et de rang 3. Donc j'ai l'honneur de présider la commission espace du GIFAS, dans lequel on regarde ça de très près, en particulier pour les fournisseurs français. Nous avons mis en place avec Franck Poirier, qui est aussi le vice-président de la commission espace, une sorte de tour de contrôle pour avoir un œil justement sur cette supply chain et vérifier qu'on ne va pas avoir de défaillance, en particulier des petits acteurs, parce que les acteurs qui sont nos sous-traitants habituels chez Ariane Group, Thales ou Airbus, ceux-là, ils sont assez gros pour s'exprimer, et on les voit s'exprimer au sein du GIFAS, donc on sait s'ils vont bien, et on sait les aider, et ils savent s'exprimer. Mais en dessous de cette couche-là, il y a une couche plus basse, de petits acteurs, qui parfois font des technos extrêmement clés pour nos satellites, et qui, eux, sont parfois même pas au courant des aides qu'ils peuvent recevoir, pas complètement intégrés avec nous, ils ne parlent pas directement avec nous, et parfois ils n'osent même pas dire qu'ils vont mal, parce que s'ils disent qu'ils vont mal, ils risquent de perdre le peu de commandes qu'ils ont. Donc on surveille ça de très près. Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a peut-être une poignée d'industriels de ce type-là qu'on surveille de très près. C'est souvent des fournisseurs qui sont aussi des fournisseurs de l'aéronautique, et d'ailleurs on a pris sur nous de regarder ça de manière conjointe avec l'aéronautique pour arriver à éviter toute défaillance d'entreprise de ce niveau-là. Jusqu'à présent, nous n'avons pas eu de défaillance dans le domaine du spatial. C'est à surveiller de près parce que les choses peuvent aller très très vite dans des boîtes qui sont pas soutenues par un grand groupe et pour lesquelles la trésorerie peut être du jour au lendemain une catastrophe absolue. Et donc, bien sûr, ce que vient de dire Jean-Yves est absolument clé. Le plan de relance, plan de 365 millions d'euros, bien sûr que dans les propositions que nous faisons actuellement au CNES, qui va être l'opérateur de ce plan, nous prenons garde à bien identifier ce qui va à la sous-traitance, en particulier dans les
domaines d'innovation qui sont importants pour que le soutien qui soit apporté soit le plus efficace possible, tout en ne mettant pas en péril l'innovation que l'on veut produire. Donc tout ça, c'est un travail d'équipe, et je dois ici saluer l'organisation en France de l'espace qui est tout à fait structurée. On se parle très souvent entre nous, même si on est compétiteurs parfois, et pour faire en sorte d'avoir la meilleure offre possible malgré cette différence budgétaire qui est absolument faramineuse entre les États-Unis, la Chine et puis l'Europe. Donc c'est un travail commun, et je crois que pour le moment nous avons bien réussi, mais il faut continuer parce que la crise n'est pas derrière nous complètement. Je crois qu'il faut sortir de l'esprit, même si on parle de rebond, de chute de l'épidémie, de l'arrivée du vaccin. On est encore pour quelques mois, peut-être un an, dans une situation très difficile. On restera en situation difficile, et donc il ne faut pas relâcher l'effort. Oui, pour revenir sur le plan de relance, je pense qu'effectivement, il est là pour soutenir notre chaîne industrielle. Ça a été dit par Jean-Marc. Il est là évidemment pour soutenir l'innovation, comme on l'a dit. Alors, il faudra qu'on soit assez vigilant sur le fait que ce plan de relance doit démarrer tout de suite, parce que son objectif, c'était justement de passer cette crise. Et il faudra surtout pas qu'on se laisse emporter par le process, et que ça démarre un petit peu tard dans l'année 2021. Mais je pense que tout le monde est bien conscient de cet enjeu-là, et donc on devrait pouvoir effectivement assez vite injecter l'argent de ce plan de relance dans toute l'économie spatiale. Ce qui est peut-être intéressant, c'est d'élargir, je dirais, au-delà du plan de relance à proprement parler, le soutien institutionnel dont on va avoir besoin dans les années à venir. Alors ce soutien, je pense qu'il est indispensable. On l'a dit, la concurrence mondiale est extrêmement forte. Les grandes industries spatiales sont très soutenues par leurs États. On a parlé des États-Unis, on a parlé de la Chine. C'est très clair. Dans notre domaine, Jean-Marc et moi, des satellites, il y a d'ailleurs une dissymétrie sur nos marchés, puisque lorsqu'on regarde nos concurrents américains, ils sont soutenus à plus de 80% de leur business par du marché institutionnel, ce qui n'est pas notre cas. On est plutôt sur des ratios de 50-50. Donc, et je dirais que face à la crise du Covid, ce qu'on a vu, c'est que nos concurrents américains ont été extrêmement fortement soutenus par leurs institutions. Et côté chinois, même si évidemment on a un petit peu moins de transparence sur ce qui se passe, a priori l'ensemble du business est complètement, l'ensemble des acteurs sont soutenus très fortement par l'institutionnel. Donc on a besoin de faire la même chose. Alors à travers les programmes spatiaux, on a parlé des programmes de l'ESA, bien évidemment. Il y a un programme dont je souhaitais parler, qui est le programme de constellation européenne, qui est absolument clé, je pense, pour l'avenir de l'Europe. On l'a vu, je pense qu'on peut être fier, je dirais, de l'industrie spatiale européenne. On est au premier plan, on est au premier niveau, que ça soit dans le domaine des satellites de télécommunications, dans le domaine des satellites d'observation. On est très clairement à l'état de l'art, voire meilleur dans certains domaines. Dans ce domaine des constellations, il est important qu'on n'ait pas de décrochage de l'Europe, puisque ce qu'on observe aujourd'hui, c'est à travers les projets américains, qui semblent être des projets privés, mais qui en réalité sont soutenus eux aussi par les institutions, indirectement par l'État américain, et on pourrait avoir un décrochage de l'Europe. Donc je crois que cette vision-là, elle a été bien, en tout cas le commissaire Bruton l'a bien compris, et c'est pour ça qu'il souhaite lancer ce projet de constellation européenne qui permettra à l'Europe de rester là aussi au premier niveau. Donc c'est un projet que l'on soutient fortement, je dirais, l'ensemble des industriels et des acteurs européens du domaine, puisqu'on a décidé ensemble d'ailleurs de répondre à une première consultation qui était un marché d'études qui a été lancé par la Commission européenne cette année pour définir ce que serait cette future constellation de communication. Et donc les industriels que sont Airbus, OHB et Thales Alenia Space, mais également les opérateurs ont répondu présent, ainsi qu'un certain nombre d'autres acteurs. Donc on est tous sur la photo, on est tous, je dirais, unis pour défendre ce projet qui aura besoin d'un très fort soutien politique, mais qui permettra là aussi, je dirais, à l'Europe d'être au meilleur niveau, et potentiellement même, je dirais, de faire ce que j'appellerais, je vais utiliser un terme anglais, un leapfrog par rapport aux Américains, avec des technologies qui peuvent être potentiellement plus avancées
sur cette nouvelle constellation. Donc projet très important, très structurant pour notre industrie, en complément de tous les autres grands projets que l'on connaît, que sont évidemment Copernicus. On n'a pas cité Galileo, mais Galileo deuxième génération est un projet également très important. Ces projets vont participer fortement au soutien de la filière spatiale industrielle. Merci. Alors pas grand-chose à ajouter, je ne vais pas répéter. Effectivement, soutien à la chaîne industrielle, et je l'ai déjà dit au démarrage, je pense que sur la filière lanceur, l'année 2021 va être particulièrement difficile pour maintenir ses capacités industrielles. Donc vraiment le plan de relance très important de ce côté-là, et en particulier vis-à-vis de la sous-traitance. Continue à soutenir évidemment l'innovation et la R&T. Et je dirais qu'au-delà de ce plan de relance, ce qui est vraiment important, et ça a été mentionné par Jean-Yves tout à l'heure, c'est aussi qu'on arrive finalement à cet accord commission ESA sur le FFPA. C'est absolument vital pour nous. Ce qui est absolument vital pour nous également, c'est l'adoption du règlement européen pour enfin avoir, je dirais, ces différents articles qui nous remettront sur un pied, alors je vais pas dire d'égalité avec les États-Unis, mais en tous les cas avec une, je dirais, enfin remettre les choses un peu l'église au milieu du village, avec une vraie préférence européenne, avec une vraie, je dirais, un vrai souci, je dirais, d'assurer la souveraineté et la sécurité de l'Europe dans le domaine spatial. Et tout ça, c'est absolument essentiel, ainsi que le budget normal de la Commission et les plans Horizon Europe, qui, je dirais, au-delà du plan de relance, sont, je dirais, la suite normale du fonctionnement du spatial européen dans le cadre d'une stratégie et d'une ambition renouvelée. Juste pour revenir sur la question des sous-traitants, on a attiré mon attention sur le fait que, du fait du retour industriel de l'ESA, en fait, vous, les grands maîtres d'œuvre basés en France, finalement, vous êtes très souvent obligés de prendre des sous-traitants dans les autres pays européens pour garder l'équilibre. Est-ce que le Covid n'ayant pas de frontières, est-ce que la crise vous affecte là aussi ? J'aurais tendance à dire qu'on n'est pas, je parle au nom d'Airbus et Thales et Space, on est ni l'un ni l'autre purement français. On a évidemment une emprise industrielle forte en France, mais on est fondamentalement européen en ce qui concerne Thales et Space, avec une présence très forte en Italie, qui est un autre grand pays du spatial, en Espagne, en Grande-Bretagne, en Belgique, un petit peu moins en Allemagne, c'est plutôt Airbus qui est présent en Allemagne, mais on est suffisamment européen pour évidemment pouvoir utiliser cette notion de retour géographique pour également faire travailler nos équipes, et puis pour effectivement alimenter la chaîne de sous-traitance dans ces différents pays, ce qui est la règle du jeu. Mais je pense que c'est une règle du jeu qu'on a su aujourd'hui en tout cas intégrer. C'est vrai qu'elle n'amène pas nécessairement à un optimum industriel. C'est un fait. Pour autant, je pense qu'on arrive à réaliser nos projets et à réaliser des projets de bonne qualité. Et puis, pour compléter ce que dit Hervé, il ne faut pas oublier, je vois bien d'où vient cette remarque, elle est tout à fait logique si on regarde uniquement le problème d'un côté, mais il y a aussi de grandes maîtrises d'œuvre allemandes, italiennes et espagnoles qui font que l'industrie française, est dans ces grandes maîtrises d'œuvre, est particulièrement bien placée pour emporter des équipements. Donc le jeu n'est pas aussi déséquilibré qu'on peut le croire. C'est vrai que quand Thales, Alenia France et Airbus France gagnent un grand programme de Prime, effectivement, il va y avoir des équilibrages à faire dans un projet européen, mais quand c'est Airbus Allemagne qui gagne un grand programme comme Crystal, ou quand c'est Thales Alenia Space qui gagne un grand programme comme Chime ou comme Rosel, c'est le contraire. Donc je crois que le jeu est assez équilibré en fait, et nos équipementiers français trouvent bien à tirer la épingle du jeu. Oui, enfin moi je peux confirmer ça. Je pense que voilà ce retour industriel, c'est quelque chose qui a permis de développer la base industrielle européenne à son niveau d'excellence où elle est aujourd'hui. Bon, ce qu'il faut, c'est effectivement le maîtriser pour que ce ne soit pas trop pénalisant d'un point de vue, je dirais, optimum industriel, essayer d'éviter les duplications et au contraire essayer d'avoir des centres d'excellence en fait au travers de l'Europe. C'est ce qu'on a essayé de pousser avec Ariane 6 et qu'il faudra pousser encore plus dans le futur. Voilà, je dirais que ça fait partie, je dirais, de notre paysage, de notre façon de gagner l'Europe, de susciter l'intérêt des différents pays pour financer les programmes. Et donc, il faut qu'on trouve, je dirais, la façon de le faire évoluer pour que ce ne soit pas pénalisant sur l'optimal industriel. Merci beaucoup. Je donnerai le mot de la fin à Monsieur Legal. Vous avez assisté donc au sommet européen spatial d'aujourd'hui.
Quelles sont les perspectives alors et qu'est-ce qu'on peut attendre à court terme? Déjà, le seul fait que ça existe, parce que quand même, il y a la quasi-totalité des ministres de l'espace européen qui se sont mobilisés de ce matin 9h, puisqu'on a commencé par un conseil compétitivité. Ensuite, on avait un conseil de l'Agence spatiale européenne au niveau ministériel, et puis ce qu'on appelle le conseil espace, c'est-à-dire les ministres de l'Agence spatiale européenne et les ministres de l'Union européenne, et avec bien sûr au centre du dispositif le commissaire européen Thierry Breton. Donc le seul fait que ça existe, ça montre quand même l'intérêt politique qu'il y a à faire de l'espace, et tous les ministres étaient quand même enthousiastes. Et moi je retiens de cette journée, parce que ça a duré une journée, 3 points. La première, et c'est un peu la carte de visite de l'Europe, cette formidable capacité à coopérer, parce que tout le monde est d'accord. Alors bien sûr, il y a toujours à la marge problème de retour industriel et autres, mais tout le monde est d'accord que la coopération, ça marche, et ça marche bien. Et ça, il n'y a guère qu'en Europe qu'on sache le faire, parce que partout ailleurs dans le monde, ce n'est pas comme ça. Donc point 1, coopération. Point 2, innovation. Et là aussi, que ce soit en Estonie, que ce soit en France, que ce soit dans tous les pays européens, l'innovation est au centre du jeu. Et vraiment, on voit bien qu'en l'espace de quelques années, eh bien, on a fait des progrès absolument phénoménaux dans ces domaines. Et aujourd'hui, je crois qu'on peut le dire, l'Europe est à la pointe de l'innovation. Peut-être on l'a un peu moins été par le passé, mais aujourd'hui, vraiment, on n'a rien à envier à quiconque. Et le troisième sujet, c'est peut-être une conséquence de la pandémie, la prise de conscience qu'il y a ces enjeux de souveraineté. Souveraineté, ça s'illustre pour les lanceurs, ça s'illustre pour la constellation, ça s'illustre pour l'observation de la Terre. Et donc, au total, on a un programme spatial qui, je crois, est d'exception. Et parfois, les gens me challengent quand je dis que l'Europe est la 2e puissance spatiale du monde, mais je persiste et signe, nous sommes la 2e puissance spatiale mondiale. Parfois, on me dit oui, mais les Chinois lancent beaucoup plus. Je pense que le nombre de lancements faits par année n'est pas forcément un critère pertinent. Ce qui est pertinent, c'est ce qu'on fait. Et aujourd'hui, l'Europe n'a rien à envier. Et 2e puissance spatiale mondiale, mais avec une efficacité tout à fait remarquable, parce que je le dis, nos budgets sont inférieurs pour différentes raisons à ceux des États-Unis, à ceux de la Chine. Et malgré ce, eh bien, on est vraiment on fait la course en tête dans de nombreux domaines. On parlait tout à l'heure des missions d'exploration, le retour d'échantillons. On peut parler de ce qu'on fait dans le domaine de l'observation. Copernicus, en ce moment, les États-Unis remettent le climat au centre de leur programme spatial. Je suis frappé de voir que dans le NASA Transition Team qui vient d'être mis en place par l'équipe Biden, Copernicus, c'est la référence, parce que les Américains sont très jaloux de voir que Copernicus a développé et pas chez eux. Galileo est en train de supplanter le GPS, parce que nous sommes bien meilleurs. Et donc vraiment, l'Europe est la 2e au total, mais fait la course en tête dans de nombreux sujets, et je suis persuadé qu'on va continuer. Eh bien, écoutez, je vous remercie tous. Le temps qui nous était imparti est écoulé. Merci à vous tous pour ce panorama très intéressant. Et bon, on va espérer que l'année 2021 va se passer correctement pour qu'en 2022, tout aille vraiment très très bien. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.